Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les fouilles du site d'El Badari, en Haute-Égypte, ont mis en lumière une culture de transition entre le néolithique et la culture amracienne. Les habitants sont regroupés dans des cabanes ovales et dorment sur des lits en bois recouverts de coussins et de nattes. Ils élèvent des bœufs, des moutons et des chèvres et maîtrisent la taille du silex. Ils pratiquent la culture du blé et de l'orge et utilisent les premiers instruments agricoles comme les houes de pierre et les faucilles de silex. Ils fabriquent de la farine en écrasant les grains à l'aide de meules et les déposent dans des silos d'argile. Ils excellent également dans le travail des peaux, le tissage, la couture, la vannerie et la poterie de terre crue. Les défunts, couchés en position fétale, sont inhumés dans des tombes ovales, accompagnés de vases à offrandes et de figurines de déesses nues, réalisées dans de l'ivoire ou en argile, ainsi que de petites pièces en cuivre martelé. C'est à cette époque qu'apparaît l'émail bleu-vert, si caractéristique de la culture égyptienne. Les palettes de schiste décorées sont également des productions de cette période. Les habitants rendent aussi un culte à certains animaux. Vient ensuite la culture amracienne. Les individus vivent dans des huttes rectangulaires et sont inhumés dans des tombes de formes similaires. L'industrie du cuivre se développe et des ateliers des artisans sortent de magnifiques vases de pierre et des céramiques décorées. La culture du Nord marque son pouvoir et supplante celle du Sud. Au pré-dynastique récent, l'architecture en briques crues remplace les maisons en roseaux et en argile. Les fouilles du site de Mad ont mis au jour de vastes abris qui renfermaient des éléments en silex, en pierre, en os, en cuivre et en céramique. Les tombes se transforment. Les simples fosses deviennent maintenant des caveaux en maçonnerie de terre, surmontés d'une toiture. Le mort est enseveli dans un cercueil de bois, la tête placée au nord et la face tournée vers l'est. L'homme figure sur les vases et des figurines anthropomorphes en argile ou en ivoire marquent le début de la statuaire. Les palettes témoignent d'une organisation sociale et administrative précoce, et les représentations de faucons et du bucrane attestent d'une religion officielle déjà formée. Les éléments fondamentaux de la civilisation pharaonique sont donc déjà acquis dans les domaines ethniques, politiques, administratifs et culturels. Mais ce temps est aussi marqué par des luttes, évidemment, entre le Nord et le Sud, ça va de soi. Au cours du 6e millénaire, le Sahara est touché par un brusque changement climatique. La mousson, capitale pour l'agriculture et l'élevage, se déplace vers le sud, entraînant une forte diminution des pluies. L'herbe se dessèche, le niveau des eaux baisse de manière alarmante, causant la mort d'un grand nombre de poissons. Le pays n'offre plus aux habitants la fameuse manne providentielle. Ils doivent donc quitter ces lieux jadis si accueillants. Et ils redeviennent des nomades et se dispersent dans tout le Sahara. Chaque groupe humain part en quête de lacs formés par les pluies qui deviennent des oasis providentielles pour le ravitaillement en eau et en herbe. Une fois épuisés, il faut à nouveau repartir en quête de nouvelles terres aussi accueillantes que possible. Ces groupes de nomades remontent progressivement vers la vallée du Nil, riche et toujours aussi fertile. Elle devient rapidement le camp de base de nombreux groupes. Les fouilles du site de Djara, entre Assiout et l'oasis de Farafra, montrent la présence à intervalles réguliers d'un même groupe de nomades qui s'installe à cet endroit durant la saison des pluies avant de rejoindre la vallée du Nil durant la saison sèche. Il s'agit sans aucun doute de transhumance saisonnière déjà. La rive occidentale de la vallée se couvre bientôt d'un nombre important de cimetières situés à la lisière du désert. Ils abritent les tombes d'individus morts durant les séjours au bord du fleuve. Leur contenu révèle une culture commune. Le défunt est systématiquement accompagné d'offrandes constituées de palettes, de pigments, de bracelets et de colliers. On trouve des cimetières similaires en Nubie, mais à la différence de leurs homologues égyptiennes, on trouve parmi les offrandes des crânes de bovins. Ces nécropoles trahissent donc d'une indéniable homogénéité et dans le même temps d'une certaine quand même particularité régionale. La fin du 5e millénaire marque un tournant économique et social. Dans le nord et dans le sud de l'Égypte, les groupes humains se rassemblent au sein de vallées fertiles
et donne naissance aux 3 premières villes, Nagada, Abydos et Hierakonpolis. Nagada se situe dans ce qu'on appelle le coude du Nil, vous savez, en Haute-Égypte, la partie sud du pays. Il s'agit de la première ville de toute l'histoire égyptienne et de ce fait, c'est elle qui sert de référence pour dater les productions des périodes prédynastiques, qui datent donc d'avant les premières dynasties égyptiennes, vous avez compris. Les archéologues divisent sa durée d'occupation en 3 phases, Nagada 1, 2 et puis 3. La première phase s'étend de 3800 à 3500 avant notre ère. Les hommes se regroupent autour de constructions en dur et se lancent dans l'exploitation des terres. Les récoltes sont tellement abondantes qu'il faut bientôt édifier les premiers silos pour stocker les céréales. Il s'agit du garde-manger de toute la population et la redistribution de ces céréales nécessite une nouvelle organisation sociale. On voit alors apparaître un petit nombre de personnes qui s'autoproclament les seules à être habilitées à prélever et à redistribuer les denrées. Elles constituent la première élite de l'histoire égyptienne et se regroupent en un cercle restreint et un peu à l'écart, tu penses, du reste de la population. À leur mort, ces membres sont inhumés dans des tombes particulières, remplies de biens de prestige issus de l'artisanat de la pierre. Vases, têtes de massue et palettes. On trouve également les premiers objets en cuivre. Les dépouilles des défunts appartenant à l'élite sont parfois déposées dans des cercueils en bois ou en argile. On observe le même processus de hiérarchisation sociale dans les 2 premières villes du Nord, Abydos et Hierakonpolis. La deuxième phase, Nagada 2 donc, qui s'étend de 3500 à 3300 avant notre ère, est marquée par l'accentuation de ces tendances. De plus en plus de nomades décident donc de se sédentariser. On vient maintenant de tout le pays pour venir s'installer à Nagada. La vallée du Nil attire tous les groupes humains qui restaient indépendants. Les élites profitent de ces arrivées massives pour accentuer encore plus leur pouvoir, notamment par la construction des premiers sanctuaires et des premiers palais, et exercent un contrôle de plus en plus fort sur les hommes et les activités agricoles. Ces membres n'hésitent pas à prélever une quantité importante de blé et d'orge pour s'enrichir et accroître leur pouvoir. Et oui, l'homme reste toujours l'homme. Ils utilisent tous les moyens dont ils disposent pour affirmer leur idéologie politique, notamment la céramique, produite de manière presque industrielle. Les artisans les ornent d'un décor symbolique, dont l'interprétation demeure problématique, constituée principalement de bateaux, d'animaux du désert, d'arbres et de figures humaines. Désormais, chaque maison est dotée de son propre grenier. Les élites sont inhumées dans des nécropoles particulières. Leurs corps sont déposés dans des sarcophages et placés ensuite dans des tombes rectangulaires. Détail significatif, les offrandes sont déposées à l'écart du corps dans une autre pièce. C'est la naissance de la tombe multiple. Mais c'est à Hierakonpolis que les signes de l'essor de cette nouvelle élite sont les plus tangibles. En moins d'un siècle, la population d'Hierakonpolis passe de 5 000 à 10 000 habitants, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées du nord-est de l'Afrique. La capitale est administrée depuis un complexe qui s'étend sur un peu plus d'1 hectare. Il abrite de nombreux ateliers d'où sortent des outils en silex, des vases de pierre et des bijoux produits en quantité quasi industrielle. Le temple, dont il ne reste aujourd'hui que les trous de poteaux qui soutenaient la façade, se situe juste à côté. La ville est si prospère qu'elle attire de très grands nombres d'individus venus des villages et des hameaux des alentours. Ça entraîne la désertification des campagnes, déjà à l'époque. Le même phénomène est observé à Abydos, à Hermontis et à Éléphantine. Le mode de vie sédentaire des Égyptiens du néolithique entraîne l'apparition forcément de la céramique, nécessaire pour stocker et conserver les denrées alimentaires. L'usage de cette céramique est attesté dans le Sahara central dès le 9e millénaire. Durant le 5e millénaire, les conditions environnementales favorables à l'agriculture dans la vallée du Nil et au Fayoum entraînent une hausse démographique. Les récoltes se faisant toujours plus abondantes, il est nécessaire de confectionner des récipients forcément pour assurer le stockage, le transport et la conservation des produits. Apparaissent ainsi des poteries rouges à col noir réalisées avec de l'argile et des végétaux. L'argile du Nil est issue de l'érosion des montagnes d'Éthiopie transportées par le Nil jusqu'en Égypte.
Brute, sa couleur varie du gris au presque noir. Elle contient de grandes quantités de silicium et d'oxyde de fer et devient rouge et brune quand elle est cuite dans un four à atmosphère oxydante, c'est-à-dire sans oxygène. On trouve un autre type d'argile, calcaire ou marneuse, au bord ce qu'on appelle des wadis, des rivières qui naissent après de fortes précipitations. Sa couleur va du jaune au blanc, dû à son faible pourcentage du coup de silicium et une proportion élevée de carbonate de calcium. Elle prend une couleur crème ou blanche quand elle est cuite dans une atmosphère oxydante.